Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle émission d'Angle Mort, le format solo que vous propose le collectif Sud Global dans le cadre des 3 émissions que vous pouvez retrouver en ligne sur CRL Média. Donc aujourd'hui, avec nos invités, on va discuter de l'islamophobie en Suisse. Donc un racisme structurel qui s'inscrit dans la réalité quotidienne des musulmans et des musulmanes au travers de discours politiques et médiatiques, des institutions et des lois. Donc ces dernières années en Suisse, plusieurs événements ont marqué cette montée du racisme anti-musulman. En 2009, on a voté l'interdiction des minarets inscrite directement dans la Constitution. En 2019, à Genève, une nouvelle loi sur la laïcité d'État est adoptée et interdit notamment aux personnes travaillant dans la fonction publique de porter des signes religieux, donc une mesure qui touche et qui vise spécifiquement les femmes musulmanes qui portent le foulard. En 2021, la loi anti-burqa est acceptée par votation, alors même que très peu de personnes sont concernées et que le Conseil fédéral s'y oppose. Dans plusieurs communes, des nombreux débats ont lieu concernant la volonté de modifier des règlements de piscine pour rendre l'accès aux loisirs plus inclusif, notamment de permettre aux femmes musulmanes de porter des maillots de bain couvrants. Et à chaque fois, ça a donné lieu à des débats violents et des discours stigmatisants. Et puis, plus silencieusement, mais tout aussi grave, on peut évoquer, par exemple, la profanation des tombes du carré musulman à Lausanne il y a quelques années aussi. Bon, voilà, c'est on va dire, entre guillemets, un bref et non exhaustif aperçu. Donc, en février dernier, le Centre suisse Islam et Société de l'Université de Fribourg a publié une étude édifiante qui confirme que 35% des musulmans et musulmanes en Suisse sont discriminés. On reviendra sur cette étude un peu plus tard. Donc voilà, pour discuter de tout ça aujourd'hui, on a 3 magnifiques invités. Alors, d'abord, Myriam Mastour, donc juriste spécialiste de diversité, des questions de diversité et d'inclusion. Tu es membre de la fondation DIAC et cofondatrice du collectif Les Foulards Violets, qui s'est constitué autour de la grève féministe de 2019. Donc, DIAC existe depuis 2011. C'est une fondation qui a pour objectif de créer des ponts entre les musulmans, entre la société civile et les musulmans et les institutions, à travers plein d'activités caritatives, sportives, des débats de société. Et plus récemment, il y a à peu près 3 ans, vous avez ouvert une permanence contre l'islamophobie et il y a aussi une volonté de s'imposer à terme comme observatoire de l'islamophobie en Suisse. Exactement. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est parfait. Tu vas ajouter quelque chose pour ta présentation? Non, c'est très bien. Très bien. Alors, Muntazar Jaffar, toi, tu es assistant à l'UNIL, conseiller communal lausannois du Parti socialiste, engagé en particulier sur la participation citoyenne pour des meilleures infrastructures et accessibilité dans les quartiers populaires lausannois. Et tu es aussi intervenu à plusieurs reprises sur les questions de violence policière, sur la Palestine et sur les questions d'islamophobie. Voilà. Merci, Aurélien. Bienvenue. Merci à toi. Fatima. Alors, toi, Selem. C'est vrai qu'on ne s'est pas dit Selem. Salam alaikum, les amis. Donc, toi, tu as un master en relations internationales spécialisé sur les questions du Moyen-Orient et tu es militante au collectif Sud Global. Donc, c'est un peu ton média aussi. Et c'est la première fois que tu t'interviens sur le plateau. Enfin. Voilà. Non, c'est pas parce qu'on l'a caché, hein, si jamais. Bon, merci. Voilà. Donc, un peu pour commencer la discussion... je propose peut-être que Fatima, elle commence par, on va dire, un historique de l'islamophobie en Suisse. En effet, Olaya, avant d'entrer dans le vif, faudrait bien définir les termes. Je sais ce que vous vous dites, elle était là, qu'est-ce qu'elle fait là? Je me dis, il faut parler de choses sérieuses, donc un peu de proximité avec vous. Donc, quand on parle d'islamophobie, on parle de quoi? On parle d'un ensemble de pratiques sociales et institutionnelles à l'encontre des personnes musulmanes ou perçues comme musulmanes. C'est-à-dire que l'islamophobie, c'est pas juste une peur irrationnelle de l'islam, c'est un glissement historique du racisme anti-arabe vers une forme plus large où la religion est un nouveau critère en fait d'exclusion. On assiste donc à une racialisation de la religion. Quand on pense en fait à l'islam ou aux musulmans, on a un imaginaire, on pense à un arabe, à un noir ou à un albanais. Donc ça montre que l'islamophobie touche des populations très diverses, qu'elles soient croyantes ou non, juste parce qu'en fait, elles sont perçues comme musulmanes dans l'espace public. Bien sûr, la définition n'est pas figée et on en discutera avec nos invités sur le plateau. Pour apporter une réflexion autour de l'islamophobie, j'ai pensé en fait vous présenter quelques penseurs critiques sur la question. Et oui, les barbares lisent aussi, malheureusement pour vous. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous introduire à David Goldberg, qui est un professeur sud-africain
aux États-Unis et qui a théorisé le concept d'État racial. Selon lui, l'État moderne, celui que nous connaissons, est intrinsèquement structuré par des logiques raciales. C'est pas en fait qui produit du racisme de temps à autre comme en fait une erreur ou un excès. Non, le racisme, ici dans notre cas l'islamophobie, est intégré de manière même dans l'État fonctionne. En fait, dans ses lois, dans ses politiques, dans ses discours, dans ses pratiques institutionnelles. Dans le cas de la Suisse, on a vu l'interdiction des minarets en 2009 est un exemple, l'interdiction du port de la burqa, également les différents débats autour du voile au Parlement et dans les médias, également les politiques migratoires et j'en passe. Tout ça, en fait, montre comment l'État suisse produit activement des distinctions entre ceux qui appartiennent pleinement à la nation, les Blancs, et ceux qui ne sont pas les bienvenus ou qu'on souhaite mettre à la marge, les non-blancs. C'est ce que Goldberg, en fait, appelle la production de la race. En fait, l'État racial ne reflète pas des catégories déjà existantes dans la société. C'est lui, en fait, qui les fabrique, qui les organise, qui les impose. Il crée, en fait, une altérité, un autre, ici l'islam, qu'il désigne ensuite comme problème. Sans parler du fait que les musulmans sont déshumanisés. On les traite de violents, on les dit barbares. C'est une technique en fait d'infériorisation de ces populations en fait pour légitimer l'exclusion. Comme l'avait bien dit Frantz Fanon dans les années 50, il n'est pas possible d'asservir des hommes sans logiquement les inférioriser. Pas besoin de rappeler que c'est pas quelque chose de nouveau, que ce qu'on voit aujourd'hui, cette traduction de l'islamophobie, c'est un héritage de la colonisation et de la traite esclavagiste. C'est ce qu'on répète nous, collectif Sud Global, très souvent lors de nos interventions. Ensuite, une autre thèse intéressante, c'est celle de Charles W. Mill, qui est un philosophe jamaïcain, qui lui a sorti en 1997 le livre Le contrat racial. Je l'ai ici, The Racial Contract. Et en fait, sa thèse démontre que le contrat social, celui qu'on nous a enseigné lors de nos cursus académiques, celui de Locke, Hobbes et Rousseau, n'est en réalité qu'un contrat entre blancs. Un accord implicite, en fait, de blancs pour dominer les non-blancs. Les blancs bénéficient tous, en fait, de ce contrat, qu'ils en sont conscients ou pas du tout. Parce que, comme on l'a appris, le contrat social est invisible, mais il est surtout très structurant. Il décide de qui est pleinement humain, qui a accès à la citoyenneté, qui a accès aux droits et qui en est exclu. C'est une idée qu'on aperçoit également chez Frantz Fanon dans le livre Peau noire, masque blanc et qui parle de zone d'être et de non-être. La zone d'être, c'est quoi ? C'est la zone où on est reconnu comme pleinement humain, où on est protégé, où on mérite la vie. La zone de non-être, elle, de son côté, c'est la zone de déshumanisation, où la violence à notre rencontre est totalement OK, et où notre existence est perçue comme un problème, voire même comme une menace. Et donc, en tant que musulman en Suisse, on peut vivre pleinement dans le pays, s'intégrer, obtenir la nationalité, faire des autres études, mais on va rester symboliquement exclu. Notre présence sera toujours remise en question, toujours soumise à des conditions. Dernier concept, pour finir, ce système fonctionne grâce à une autre idée essentielle, celle que j'emprunte à Houria Boutelja, militante et écrivaine décoloniale française, qui, elle, théorise la notion d'état racial intégral. Elle-même a repris en fait cette notion de Antonio Gramsci, qui est un philosophe marxiste. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'état intégral ? L'état intégral, en fait, c'est pour dire que l'État ne se limite pas à ses institutions visibles. Le gouvernement, la police. Mais elle comprend également ce qu'il appelle la société civile. La société civile, c'est quoi ? C'est la culture, c'est l'école, l'Église, les associations, les médias, le reste de la société. Et donc, selon Gramsci, ensemble, l'État, la société politique et la société civile produisent ce qu'il appelle l'hégémonie culturelle. Et l'hégémonie culturelle, c'est un consentement actif à l'ordre établi. En gros, dans l'État racial intégral, ça signifie que le discours islamophobe circule dans toutes les sphères, que ce soit dans les débats télévisés, les programmes scolaires, parmi les politiques, et j'en passe. Et en fait, c'est ce qui rend l'exclusion des musulmans socialement acceptable, voire normal pour beaucoup. On le verra aussi à travers ce débat que très souvent aussi c'est justifié sur des arguments libéraux, féministes et progressistes. Peut-être dans un premier temps, est-ce que vous avez envie d'ajouter des choses ou de réagir par rapport à la définition de l'islamophobie et sa construction
et la définition qu'on a fait à travers Fatima, à travers le racisme d'État et la collaboration avec la société civile et politique, voilà, les différentes notions qu'elle a mobilisées d'État racial intégral. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou peut-être réagir? Peut-être la question que beaucoup de personnes se posent, c'est quelle est la différence entre islamophobie et racisme anti-musulman, qui est une question assez centrale parce que donc, il faut savoir qu'au niveau international, c'est plutôt le terme islamophobie qui est utilisé, que ce soit dans le monde francophone, dont la France qui produit énormément d'islamophobie, qui est un très bon exemple pour tous les États qui veulent appliquer d'islamophobie, mais aussi dans le monde anglophone. Donc, c'est vraiment le mot islamophobie. Si on veut rechercher des études, des recherches, des écrits, des savoirs sur ce phénomène, en général, on va trouver beaucoup de choses avec le mot islamophobie. En Suisse, on utilise actuellement le terme de racisme anti-musulman qui a des avantages et des désavantages. Donc, si on fait un petit peu d'historique, il y a jusque l'année passée, on utilisait le mot, quand je dis « on », c'est l'État. L'État utilisait le terme d'hostilité envers les personnes musulmanes. Et donc, nous, que ce soit les Foulards Violets, que ce soit Diac, que ce soit énormément de personnes qui sont concernées, qui travaillent sur le sujet, on s'est battu pendant longtemps pour dire c'est inadmissible de parler de racisme anti-noir, d'antisémitisme, de racisme envers les personnes roms, sintés, etc. et de parler d'hostilité envers les personnes musulmanes. Il y a quand même eu en Suisse alémanique un monsieur avec son fils qui se sont fait poignarder. C'est un petit peu au-delà de l'hostilité. Et donc, ça a fait son bout de chemin. Et depuis l'année passée, ça a été modifié au niveau du service de lutte contre le racisme, au niveau de la CFR, etc. Et donc, maintenant, on parle de racisme anti-musulman. Pourquoi c'est ce terme et pas le terme islamophobie? Alors, la réponse qu'on nous a donnée, c'est qu'au niveau germanique, au niveau de la Suisse alémanique, on utilise plutôt le terme de racisme anti-musulman en allemand et que donc, il fallait un terme qui soit générique pour tout le monde. Alors, ça a des avantages et des inconvénients, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est bien de pouvoir utiliser le mot racisme parce que tu as parlé tout à l'heure de l'étude du CSIS qui est sortie cette année, une étude consacrée au racisme anti-musulman. C'est la première fois en Suisse. Quand il y a eu la sortie de cette étude, les médias en ont parlé et je vais dire 70% des commentaires, c'était « on ne peut pas parler de racisme alors qu'on parle d'une religion ». Donc, au niveau pédagogique, le fait d'utiliser le mot racisme, c'est super. Moi, je trouve ça hyper utile parce que les gens, maintenant, ils voient que c'est écrit racisme anti-musulman. Donc, petit à petit, ça devrait normalement faire son bout de chemin et puis on peut construire et expliquer toute cette construction raciale et puis le fait qu'il s'agit bien d'un racisme et pas d'une peur de l'islam. Mais le désavantage, c'est qu'on perd toute cette connaissance autour de l'islamophobie qui est le terme qui est utilisé depuis de très nombreuses années et que donc quelqu'un qui va s'intéresser au racisme anti-musulman en Suisse va taper racisme anti-musulman et il va passer à côté de pas mal de choses. Donc par exemple, chez Diac, on utilise les deux termes sur notre site, sur le compte Instagram, etc. Et racisme anti-musulman et islamophobie. Malheureusement, ça fait des longues phrases, mais ça permet un petit peu de rassembler toutes ces connaissances-là. Peut-être qu'il faudrait un peu préciser pour situer le débat pourquoi on explique la question sémantique et le choix des mots. C'est que le terme islamophobie, en tout cas en francophonie, il y a beaucoup eu des débats autour de ça en France. Donc c'est le terme qui a été choisi par les gens qui luttent contre l'islamophobie. Et les détracteurs ont opposé des discours. Oui, mais on a le droit d'avoir peur de l'islam, on a le droit d'avoir peur d'une religion. Ce n'est pas de la discrimination. On a le droit de critiquer une religion, ce n'est pas de la discrimination, tout en sachant que la manière et le contexte dans lequel on produit ces discours sur la critique parce que bien sûr on a le droit de critiquer la religion, toutes les religions, mais toutes les idéologies en soi. Mais la manière dont on produit ces discours et le contexte, c'est bien souvent pour discriminer des musulmans, pour perpétrer des stéréotypes. Et donc, c'est un peu un débat, c'est un peu biaisé, cet argument-là. Et il y avait toute une propagande qui disait que l'islamophobie, c'est un mot qui a été inventé par des mollahs iraniens, qui était d'ailleurs diffusé par Caroline Fourest, une islamophobe notoire en France, et que du coup, il ne fallait pas utiliser ce mot parce que c'était pour nous empêcher de critiquer l'islam. Et je voulais juste resituer ce débat-là, parce que pour que les gens se disent, mais
comment ça se fait qu'elle explique autant bien quel terme elle utilise. Et que du coup, il y a aussi cet enjeu des personnes qui luttent contre l'islamophobie, de garder ce mot-là, parce que derrière le refus de ce mot-là, il y a de l'islamophobie. Et donc, du coup, après, j'entends tout à fait les arguments de l'État et que le diacre, de toute façon, il garde les deux. Mais je me demande aussi si derrière ces arguments de l'État, il n'y a pas aussi ce débat-là, et de dire, bon, c'est parce que c'est le terme consacré en Suisse alémanique, et puis pour qu'il y ait un terme... voilà. Bon, c'est oui, pas... de faire fi de toutes ces connaissances et de tout un savoir. On ne peut pas balayer tout ça d'un revers de main. Donc, voilà, je ne m'avance pas plus sur les intentions des personnes qui décident. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la lutte contre l'islamophobie avance en Suisse. Il y a des réels progrès dans les dernières années. On peut parfois ne pas avoir l'impression, mais moi qui travaille là-dessus au quotidien, je suis assez positive dans le sens où il y a des changements structurels qui font plaisir. On va parler des perspectives, tout ça, mais peut-être dans un premier temps, comment en fait l'islamophobie elle se manifeste en Suisse? Notamment, vous avez mobilisé l'étude du CICS qui dit que 35% des musulmans sont discriminés. Peut-être à travers les différentes études et aussi votre expérience. On va revenir un peu plus tard sur votre expérience personnelle et tout, mais voilà, quelles sont les principales manifestations de l'islamophobie? Dans quel domaine? Comment? Peut-être, ouais, voilà. Simone Tazard, tu n'as pas beaucoup parlé. Si tu veux commencer à dire des choses sur le sujet. Enfin, c'est drôle ton intervention parce que j'avais cette réflexion dans ma tête. Toi, tu as mentionné que c'était peut-être les Iraniens qui avaient inventé le terme. Moi, j'ai entendu que c'était les frères musulmans. Tu vois, c'est pareil, non? Voilà, ouais. Mais c'est assez intéressant parce qu'effectivement, c'est les islamophobes qui vont chercher à chaque fois à démonter et à délégitimer le terme. Pour la manifestation de l'islamophobie, alors moi je pense que on a cité une série d'un point de vue institutionnel, et puis c'est vrai que la Suisse elle évolue pas en vase clos, c'est une islamophobie qui est transnationale, hein. C'est pas juste la Suisse, juste la France, machin, c'est plein d'États, ça s'inscrit aussi dans des rapports nord-sud, et puis il y a des coups d'accélérateur aussi dans l'histoire, on peut notamment penser au 11 septembre. Et ça a impacté effectivement, ça a diffusé largement une idéologie qui existait déjà bien avant le 11 septembre, mais on a vraiment un coup d'accélérateur. Et ensuite, tu as des figures comme Trump qui ont quand même fait des Muslim bans qu'on a assez vite oublié, je trouve. Hein, mais t'imagines si on avait le pendant pour une autre religion, enfin, on ne peut pas imaginer, quoi. Et en Suisse, je pense que tu as toutes ces séries d'initiatives institutionnelles qu'on oublie assez vite parfois, parce que quand on regarde en France, je trouve que... alors, effectivement, tu as des figures de l'extrême droite qui sont très souvent invitées dans les médias, donc c'est assez saillant. Mais en Suisse, on oublie quand même qu'on a un premier parti de Suisse qui serait l'équivalent du FN en France, quoi. Et ce parti-là, il est au pouvoir depuis maintenant 25-30 ans. Et effectivement, l'UDC, il faut le nommer, absolument. et c'est en partie ce parti-là qui est à l'origine de ces initiatives-là clairement islamophobes. Et j'ajoute même encore une que tu n'as pas mentionnée, en 2021, la loi sur les préventions de mesures contre le terrorisme, qui là aussi ont été dénoncées par de nombreuses ONG, des associations des droits humains, parce que tu peux commencer de manière préventive à surveiller des mineurs, quoi, dès l'âge de 12 ans. Donc là aussi, ça s'inscrit. Et à les enfermer. Et à les enfermer, voilà. Parce que je me rappelle d'une fois où tu avais pris la parole sur cette question-là. Ouais. Mais du coup, concrètement, depuis la mise en application de cette loi, déjà, c'était quand? Et qu'est-ce que ça a produit? Est-ce qu'on a un retour là-dessus, un retour critique? Alors, je vais rapidement dire qu'on l'a accepté, qu'après, j'ai pas trop suivi. Peut-être que Mariam, elle a plus de... Moi, j'ai pas de recul là-dessus. C'est pas... faut savoir que les personnes qui sont ciblées par l'islamophobie, qu'elles soient musulmanes ou qu'elles soient perçues comme musulmanes, comme tu disais tout à l'heure, elles ont beaucoup de mal à raconter ce qu'elles vivent. Et ben voilà, nous, on a ouvert un centre d'écoute et observatoire spécialisé sur l'islamophobie depuis un peu plus de 2 ans. Parce qu'on s'est rendu compte que quand on regarde les rapports officiels sur le racisme, le taux, le nombre de signalements d'islamophobie est extrêmement bas. Et je le répète souvent, mais moi, j'avais plus de signalements dans mes messages privés parce que je militais au sein des foulards violets, j'étais vue dans les médias, etc. Donc, les gens me connaissaient et m'écrivaient directement quand il y avait des problématiques. En tout cas, moi, ça me revenait. Et quand je lisais les rapports officiels, je disais, mais moi, j'ai plus de signalements dans mes messages qu'il y en a dans les rapports officiels. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il manque quelque chose. En fait, il manque un pont, il manque une échelle pour que les rapports officiels puissent être
représentatif de ce qui se passe sur le terrain. Donc nous, c'est pour ça qu'on a ouvert ce centre d'écoute, parce que les musulmans, les musulmanes ont une méfiance envers l'État qui est tout à fait légitime, parce que, comme vous l'avez expliqué, il y a un racisme institutionnel, on vote des lois islamophobes, on fait des débats sur les musulmans du matin au soir pour savoir est-ce que si une musulmane va se baigner avec son habit, est-ce qu'elle est en train de faire du prosélytisme? Est-ce que les musulmans ne sont pas dangereux? Est-ce que... Donc, il y a un moment où, évidemment, que la confiance est rompue, et aussi parce que les populations musulmanes, les personnes musulmanes ont l'impression que le fait de raconter ce que je vis, qui est déjà traumatisant, ça va probablement servir à rien, parce que la machine, elle est tellement grosse, elle est tellement lancée, et tout le monde est tellement complice, que ce soit au niveau des médias, au niveau politique, au niveau de la société civile, comme tu l'as très bien dit, que du coup, les gens ne témoignent pas. Et donc, il y a plein de cas qui remontent tout simplement pas. Donc nous, ça fait à peu près 2 ans qu'on a ouvert ce centre. On a eu plus de 170 signalements. Si vous comparez avec d'autres centres d'écoute, sachant qu'on est encore tout petit, qu'on n'est qu'en Suisse romande pour le moment, etc., c'est énorme. C'est vraiment beaucoup. Ça veut dire que du moment qu'on a vraiment fait ce chaînon manquant et qu'on a dit aux gens, nous, on est un organe indépendant, on est là pour vous écouter, pour vous conseiller, pour ne pas vous juger, pour faire remonter, et on fait des actions concrètes. On vous montre à quel point vos témoignages, vos signalements sont utiles, parce qu'on est concrètement dans la lutte, c'est pas uniquement signaler pour signaler, les gens témoignent. Et du coup, petit à petit, on arrive à avoir des dossiers qui sont de plus en plus fournis sur des sujets spécifiques. Par exemple, on a traité du jeûne dans les cantines scolaires. Donc, on a eu plusieurs cas qui ont pu nous remonter, qui nous ont fait savoir qu'il y avait un problème général à Genève, qu'il y a des enfants qui jeûnaient et on leur a refusé d'aller au parascolaire. Alors que leurs parents ont payé et leurs parents travaillent. Donc, il faut faire toute une nouvelle organisation pendant Ramadan pour pouvoir aller chercher les enfants. Et nous, ça nous permet ensuite de faire une lettre, d'expliquer, d'ouvrir un dialogue avec l'État, de dire il y a un problème de ce côté-là. Et ça a été rendu possible uniquement parce qu'on a eu 5, 6, 7 personnes qui ont été responsables. Nous, on est beaucoup dans l'empowerment, de dire aux gens, vous n'êtes pas des victimes, en fait. Vous avez été ciblés par des mesures qui sont structurelles. Ce n'est pas de ta faute à toi. Ce qui t'arrive, c'est quelque chose de général, mais tu peux prendre ce qui t'arrive et en faire quelque chose. En tout cas, tu peux nous le déposer et nous, on prend cette responsabilité ensuite de faire quelque chose. Donc voilà, pour répondre à ta question de base, l'islamophobie en Suisse, ce qu'on constate en tout cas DIAC, et vous pouvez lire nos rapports sur notre site www.diac-permanence.ch. Tu mettras le logo. J'espère que c'est au-dessus de sa tête. Là, ouais. On a fait 2 rapports pour le moment. Ce qu'on constate, c'est que c'est vraiment dans toutes les sphères de la vie. Donc, ça commence à la crèche. Il y a ensuite des cas à l'école, que ce soit entre élèves, salle arabe, salle musulman, etc. Aussi de la part des professeurs, de la part des secrétariats, des directeurs, etc., qui parfois vont simplement ne pas soutenir les familles et les enfants quand il y a des signalements. Donc, parfois, c'est de la discrimination, mais par omission d'aider, quoi. C'est dans l'espace public, donc il y a des choses assez violentes qui se passent. Parfois, dans le monde du travail, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que c'est pas juste qu'il y a des lois discriminatoires qui ont été votées, c'est qu'il y a aussi des lois discriminatoires mais extrêmement floues qui ont été votées. Et quand une loi est floue, ça laisse la place à l'arbitraire. Merci de suivre. Tu parles de la loi laïcité à Genève. Alors, entre autres, la loi sur la laïcité à Genève, mais aussi la burqa, par exemple, l'interdiction de la burqa, où la loi est tellement peu précise que, par exemple, quels sont les signes religieux qui sont interdits quand on travaille dans la fonction publique. Alors, on a eu des cas où on a eu des employeurs qui ont demandé à la personne « Ah, mais vous ne voudriez pas juste sortir une mèche de cheveux? Comme ça, ce n'est pas un foulard religieux. » Il y a eu un juge qui a demandé à la personne vous pourriez simplement mettre une couleur qui est moins austère. Ça, c'est austère, donc attention à nos yeux. Et en fait, tout le monde est victime de ça. Donc, autant les personnes qui sont ciblées, qui vont avoir des problèmes au niveau de leur travail, que la personne qui doit tout à coup se séparer d'un employé ou d'une employée
que cette personne avait recruté, qu'elle a formé. Et puis, tout à coup, on la met dans cette position où, en fait, tu dois faire dégager la personne. Tout le monde est perdu. Et en fait, c'est vraiment... j'aime bien dire aussi qu'on ne prend même pas la peine de nous discriminer correctement, dans le sens où on ne prend même pas la peine de dire vraiment ça, c'est interdit. Enfin, en fait, allez jusqu'au bout et faites des règlements qui sont clairs parce que... souvent, une loi qui est floue est plus discriminatoire qu'une loi qui est claire. Donc, si tu sais que tu n'as pas le droit d'aller dans cet endroit, tu ne vas pas y aller. S'il y a un truc entre deux, tu vas y aller, tu vas te piquer, tu vas te faire très mal. Et ensuite, tu vas avoir peut-être du mal à rebondir. Donc, on a beaucoup de femmes qui sont passées dans ces chemins-là où elles se sont fait... En général, elles ne se font pas licencier. En général, elles se font mobber au travail et elles se font pousser à la porte. OK ? Parce qu'on ne veut pas non plus avoir affaire aux prud'hommes. Et en fait, ces stratégies de licenciement, comme remettre en question les compétences aussi, oui, alors ça, la productivité de la personne. Tu as une baisse de productivité, pour pas dire franchement, pour contourner la loi, tout simplement. Et ça me fait penser aussi ce que tu disais, les lois, elles sont pas claires. Mais c'est aussi en raison de la nature de ces lois qui sont discriminantes, parce qu'on peut pas inscrire le racisme d'État clairement, juridiquement. Donc, commencer à dire, on parle d'interdiction de signes religieux, d'interdiction de dissimuler son visage, alors qu'on sait très bien que ça vise les musulmans. On parle de laïcité, on parle de sécurité, on parle même d'hygiène. Tout ce que vous dites là, ça me fait penser à Zemmour. Nous, tu veux dire ou... Ouais. Nous, personnellement? Non, Mariam Zemmour, il y a 3 jours. Tu associes un grand nom. Non, mais il a dit exactement ce que tu viens de dire. C'est qu'il a dit, moi, et vous pourrez googler la scène, il dit, moi, je suis celui qui respecte le plus les musulmans parce que moi, je leur mens pas. Vos pratiques... C'est vrai qu'il a le mérite d'être franc, c'est vrai. Ça, il réagissait par rapport au rapport, tu vois, sur les frères musulmans. Il disait, moi, je leur raconte pas des histoires. Moi, je leur dis, vos pratiques, elles ont rien à faire là, elles sont incompatibles, partez. Alors que des rapports comme celui sur les frères musulmans, comme tu dis, ils ont ceci, qu'ils sont flous, qu'ils nomment pas directement. Ouais. On parle des islamistes, mais pas des musulmans, alors que nous, on comprend très bien que c'est les musulmans qui sont ciblés. Visés, Et c'est exactement... C'est ça, on parle de séparatisme, d'entrisme, de laïcité, de... Ouais, pour pas nommer, quoi. De takia aussi. Puis d'ailleurs, la loi sur la burqa, elle s'appelle pas loi sur burqa. C'est la loi dissimulée sur le visage. Et du coup, tu as des hooligans qui se font aussi amender. Enfin, voilà... J'ai l'impression que c'est un peu les victimes collatérales de cette loi contre les musulmans. Ouais, mais c'est intéressant que tu parles de ça parce que je me demande aujourd'hui, parce que maintenant on a du recul on a du recul, ça se fait que depuis janvier, mais il y a eu beaucoup plus de cas d'application de la loi sur la dissimulation du visage via des manifestants et des manifestantes que via des femmes qui porteraient un voile intégral. Et à nouveau, je me demande, est-ce qu'on n'a pas utilisé les musulmans et les musulmanes pour faire diversion, alors qu'en réalité, on cible la société civile. Je pense que t'es trop optimiste. Justement, tu vas rebondir là-dessus. Mais laisse-moi. Il faut que ça soit spontané. Non, mais je pense qu'il faudrait penser à la fonction de l'islamophobie et elle a comme fonction de fasciser la société. Ouais. C'est pour ça que moi, j'ai envie de dire, c'est dans l'intérêt de tout le monde de combattre le racisme et l'islamophobie, parce qu'en fait, on pense que ça concerne uniquement les femmes qui portent le burqa, que ça concerne uniquement les minarets en mosquée, mais en fait, elles sont glissantes et ça va aussi toucher les gens qui sont en opposition en fait aux idées de l'État et aux idées de l'Empire. Je veux juste prendre un exemple. Après le 7 octobre, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au début de chaque débat, fallait venir et répondre à la question « Est-ce que vous condamnez le Hamas ?» Et ça, si je me rappelle bien, avant, ça se faisait principalement sur les personnes non blanches. Avant, est-ce que vous condamnez le 11 septembre ? Est-ce que vous condamnez machin ? Et puis maintenant, en fait, il y a une volonté de silencier les voix palestiniennes. Avant, ça se faisait sur les personnes non blanches. Maintenant, en fait, il y a un glissement sur toute voix qui s'exprime, qui proteste pour la Palestine. Et donc, c'est pour ça que l'islamophobie, elle est dangereuse et elle ne va pas toucher que les musulmans, mais elle est aussi glissante pour le reste de la population. Alors, je ne sais pas si tout le monde a intérêt à lutter contre l'islamophobie, mais en tout cas, notre camp politique large, c'est-à-dire la gauche radicale, elle a intérêt à lutter contre le racisme, et c'est tout à fait pertinent.
Alors, peut-être vous avez évoqué de plusieurs façons la manière dont se manifeste l'islamophobie. Est-ce que Fatima, tu voudrais aussi ajouter, est-ce que par exemple vous avez aussi éventuellement des chiffres, peut-être les chiffres du DIAC, tu vois, quelle proportion, je ne sais pas, en termes de genre, quels cas reviennent les plus fréquemment, quel type de cas tu as en général. Oui. Et Fatima, si, peut-être aussi, et Muntazar, si vous avez des études comme la dernière étude du SIS. Voilà, Centre Suisse Islam et Société. Peut-être la discrimination elle se fait peut-être majoritairement dans l'accès à l'emploi aussi. Enfin voilà, peut-être un peu plus de détails pour nos téléspectateurs. Alors nous, ce qu'on a constaté, c'est que c'est principalement des femmes qui sont visées, ce qui est corrélé par les autres études sur l'islamophobie. Nous, donc la permanence de DIAC, c'est un peu l'équivalent du CCIE pour les personnes qui connaissent ex-CCIF. Et puis, cette organisation avait aussi constaté qu'il y avait 70% de femmes qui étaient visées. Alors nous, on a à peu près les mêmes proportions. On en a un peu de tous âges, mais principalement des personnes qui sont actives au niveau professionnel. Et puis, évidemment, les voix des enfants sont peu entendues parce qu'il faut encore qu'ils racontent à leurs parents et puis que leurs parents puissent témoigner. Donc ça, c'est pas... En fait, on ne peut pas prendre les signalements et les chiffres comme étant exactement ce qui se passe, mais c'est des signes. Enfin, c'est une manière de quantifier. Voilà, plus ou moins de savoir. Mais oui... peut-être toutes les personnes qui subissent l'islamophobie ne signalent pas forcément. Bien sûr. C'est pas forcément des chiffres exhaustifs, mais ça donne des tendances. L'étude justement du CSIS, elle nous dit qu'il y a une personne sur 1470 personnes qui va signaler un cas d'islamophobie. Il y a un musulman sur 1470 qui va signaler. Donc, c'est extrêmement peu. Pour combien de musulmans en Suisse? Il y a 5% de musulmans. 450 000, je crois. 450 000. Oui. Et nous, ce qu'on a constaté sur la dernière année, c'est qu'on a l'impression que le racisme anti-musulman est de moins en moins subtil. On a eu pas mal de cas qui étaient assez violents, même au travail. Une collègue qui insulte son collègue devant tout le monde, de sale arabe, de sale musulman, etc. Alors ça, c'était un cas qui était très bien parce que ça s'est bien terminé dans le sens où la personne qui était en charge des ressources humaines était en vacances. Elle est revenue exprès pour régler ce cas et la dame qui a insulté s'est fait licencier sur le champ. Donc, il y a eu une réaction qui était immédiate, qui n'est pas forcément... voilà. En tout cas... Il y a eu une réaction, ce n'est pas toujours le cas. Mais oui, on a l'impression que c'est de plus en plus... que c'est de moins en moins subtil, comme s'il y avait vraiment une approbation de la part de la société que de toute manière, les musulmans et musulmanes, on peut... Et ça me fait penser au cas de Sadia qui a été agressée, je crois que c'était en mars ou avril, par sa voisine, donc une femme musulmane voilée à Lausanne, qui s'est fait agresser en bas de son immeuble par une voisine qui l'a insultée, qui a tenté de lui arracher son voile devant son fils de 6 ans, qui a d'ailleurs été assez traumatisé, qui voulait déménager, qui avait peur de rentrer chez lui par la suite. Et ça, c'est ce que tu disais aussi dans une interview, Myriam. C'est comme si le racisme d'État, donc le fait de voter la loi anti-burqa, ça avait donné en fait un droit d'agresser, un droit de discriminer. Ouais. Puisque ces discours sont... Parce qu'on va aussi parler, on peut aussi parler de la responsabilité médiatique. Quelle est selon vous la responsabilité médiatique et politique? Quel poids ça a? Et en fait, qu'est-ce que ça produit comme ruissellement du racisme? Et même pour le cas de Sadia, on voyait les commentaires en ligne sous ces articles. Ah, mais c'est pas du racisme. Ah, elle l'a cherché. Alors que là, on est vraiment dans un truc... Il n'y a pas l'once d'une polémique, parce que par exemple, parfois ils vont rebondir sur oui, mais est-ce que les enfants ils peuvent aller à l'école s'ils ne mangent pas mais là, elle rentre chez elle, il ne devrait pas, déjà pour les autres, il ne devrait pas y avoir de polémique, mais encore moins. Elle laisser traîner des affaires en bas d'une. Oui, et les gens sont. C'est d'une. Elles sont totalement déshumanisées, les personnes musulmanes. C'est vraiment. Voilà. Et du coup, ça m'a fait penser à ce que tu avais dit sur ce permis. Comment est-ce que ça se. C'est peut-être ce racisme décomplexé que tu vois, c'est qu'il y a Mais c'est pour ça que nous, par exemple, avec les foulards violets ou DIAC, on va se battre contre n'importe quelle initiative qui va attaquer les personnes musulmanes. Et il n'y a pas de petits combats, tu vois. Quand on parle des piscines, en fait, c'est pas rien, les piscines. C'est pas rien de pouvoir se baigner. Bah oui. C'est quel genre de déshumanisation il faut pour qu'on rende acceptable l'idée d'empêcher des personnes de se baigner parce que leur maillot est plus long
Et quel genre de lavage de cerveau il faut pour que les gens soient incapables de voir la réalité des faits scientifiques. Il y a des études scientifiques qui disent qu'il n'y a aucun enjeu d'hygiène ou de sécurité vis-à-vis de la taille du maillot. Il suffit que ce soit en matière maillot de bain, que tu le portes une fois que tu es dans la piscine, enfin une fois que tu es au sein de... que tu es dans les vestiaires, et puis éventuellement que tu prennes une douche pour entrer dans l'eau, c'est tout. Mais qu'est-ce qui fait que ces informations n'arrivent pas à rentrer dans la tête des gens, et puis qu'ils arrivent à justifier le fait d'empêcher des personnes d'aller se baigner. Tu vois, on parlait de la burqa, il y a des personnes qui nous ont dit « Mais pourquoi vous vous battez pour 20 ou 30 femmes en Suisse ?» Parce que le sujet, c'est pas la burqa. Bah oui. Le sujet, c'est tous les sujets, c'est tout ce qui touche autour, à tout ce qu'on va mettre en fait dans le sujet de la burqa, sur le fait que les femmes musulmanes, elles sont soumises, ou alors qu'elles sont dangereuses, on ne sait pas vraiment. Tu vois, tu regardes les affiches de l'UDC, il y a des missiles, elle fait hyper peur avec sa grosse burqa comme ça, mais en même temps, elle est soumise et il faut qu'on la libère. Donc, il y a aussi tout un enjeu féministe là-dedans, évidemment. Ça, c'était un vrai sujet. Et puis, grâce au sujet de la burqa et puis à tout ce retournement qu'on a pu faire avec ces alliances au niveau féministe, au niveau antiraciste, même les collectifs pour l'écologie, pour les droits humains de manière générale se sont alliés à nous, et ben on a pu faire quand même un renversement en Suisse, un vrai travail de fond sur la question de l'islamophobie, et tous les collectifs nous ont suivis. Il n'y a aucune association féminine en Suisse, et tu parlais des médias qui ont continué jusqu'à la fin de la campagne à faire des titres. Les féministes sont divisées, alors qu'il n'y a aucune, mais vraiment donnez-moi des noms, il n'y a aucune association féminine ni féministe en Suisse qui a soutenu l'initiative anti-burqa. Mais pour les médias, c'est impossible de voir la réalité en face, quoi. C'est le sujet de la burqa qui nous a permis de faire cette sensibilisation sur le fait que si des femmes veulent s'habiller de manière différente que nous-mêmes, c'est une question de liberté de choix, c'est une question d'autonomie. Elles ont aussi un cerveau, elles sont aussi capables de penser par elles-mêmes, et c'est pas via l'interdiction qu'on va émanciper qui que ce soit. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, Muntazar ? Par rapport aux manifestations de l'islamophobie, je pense que, alors d'une part, il y a des cas qui sont pas déclarés, et d'autres, en fait, ce qui nous manque aussi, c'est tout ce qui n'est pas visible et quantifiable en soi, ou bien qui nécessiterait des grosses études. Je pense typiquement aux discriminations à l'emploi, au logement, et aussi au plafond de verre, parce que on est, par rapport à ta question, on est 5%, donc c'est quand même significatif en termes de nombre. Et c'est vrai que ça, c'est pas le fruit d'une étude, mais vous me complétez et vous me corrigez si vous avez l'impression que c'est pas le cas, mais il y a encore pas beaucoup de musulmans, en tout cas, qui s'assument tels quels, qui occupent des positions d'importance, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine académique, que ce soit dans le domaine de l'économie, mais de la haute finance, quoi, disons des conseils d'administration des grandes entreprises en Suisse. On n'en est pas encore tout à fait là, et je pense qu'on en est même au contraire assez loin de voir des musulmans, alors soit des femmes voilées, et puis une femme voilée, ça laisse pas de suspense quant à son identité, tu vois, ou bien un homme qui s'affirme, tu vois, qui dit « moi je suis musulman dans l'espace public ». Parce que tu peux avoir parfois des diasporas qui vont soit taire cet aspect-là de leur personnalité, et je le dis sans aucun reproche, hein, c'est des choix, peut-être qu'ils sont nés dans des familles musulmanes, puis ils ne se considèrent plus comme tels, mais peut-être que de l'extérieur, on les associe à l'islam. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a encore beaucoup de figures qui assument pleinement leur religiosité dans l'espace public et qui accèdent à des postes prestigieux. Et ça, je pense que c'est encore une lacune qu'on a de mesurer à quel point en fait on a une égalité des chances pour tous les types de postes et pas juste pour trouver un apprentissage, etc. Ce qui est déjà très bien, parce que même là, il y a des enjeux déjà de discrimination. Et puis quand tu pousses le truc par rapport au logement, pareil. Puis ça, il y a des études, pas par rapport aux musulmans, mais par rapport en termes d'origine, ton origine tout court, quoi. CV égal, tu prends un CV qui est un nom suisse, un CV camerounais, compétences, parcours, tout identique. Puis tu vois que la personne camerounaise, elle doit postuler 2 fois plus pour obtenir un premier entretien. Et voilà, et ça, c'est ça aussi le racisme structurel. Mais par rapport aux musulmans, il n'y a pas forcément aussi beaucoup d'études, je crois. Tout ce qui est agression, loi, discrimination dans l'espace public et qui est mesurable, on l'a. Mais il y a encore toute la face cachée de l'iceberg, je trouve, qui nous manque encore.
Justement, tu parles du plafond de verre racial. J'aimerais en profiter pour envoyer un message à un certain groupe de la gauche qui dit que, en fait, traiter les questions antiracistes et de l'islamophobie, ça serait en fait diviser en fait la question de classe. Et il faudrait en fait se concentrer principalement sur la classe. Et ce que tu expliques, c'est intéressant parce que j'aimerais dire en fait à ces gens parce qu'en fait, ils nous reprochent de détourner les vraies questions économiques et les vraies questions du travail, etc., avec l'islamophobie. Et en fait, c'est une erreur et je pense que c'est dangereux parce que l'islamophobie et le racisme, c'est un aspect qui structure l'économie. Comme si, en fait, vivre le racisme, ça ne me mettait pas, moi, en fait, dans une position sociale, économique spécifique, et aussi tous ceux qui me ressemblent, notamment à travers aussi les parcours migratoires, les relations nord-sud, les questions de papier aussi. Et même nous qui avons fait des études et qui avons des diplômes, bah, en fait, on n'a pas accès à tout. C'est pas une garantie que j'accède à toutes les sphères économiques et hiérarchiques. Donc, c'est une erreur de faire du racisme un aspect uniquement social, et je trouve que c'est aussi important de le voir aussi d'un aspect économique et de voir que le racisme est structurellement économique. Une dernière chose, peut-être très rapidement, parce que tu peux parler plus qu'une dernière fois, tu sais. Non, mais écoute, on a toujours l'habitude il faut que ça soit toujours court, synthétique. Je sais que t'es le seul homme, mais tu as pleinement ta place ici. Tu peux nous interrompre. C'est gentil. Ouais, non, mais... C'était un peu too much. Ok, non, tu peux pas. Tu peux pas. Bon, j'ai plus rien à dire. Désolé. Non, vas-y, je t'en prie. Non, mais par rapport à... tu as mentionné l'opinion que j'avais faite dans le 24 heures pour m'opposer, en gros, à ces mesures, les MPT, mesures de prévention contre le terrorisme. Puis à la fin, je concluais en parlant de nous musulmans. On ne peut plus attendre que d'autres se battent à notre place. Et ça, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais on m'en a un peu voulu pour ce nous musulmans. Tu vois, parce que c'était pas compris. Qui t'en a voulu Ils sont partis. Voilà. Ouais, non, pas en partie. Tu as eu des discussions avec des camarades de gauche. Des personnes de gauche, voilà. exactement. Pour qui cette identité-là, en fait, tu peux pas t'exprimer. Enfin, il y avait quelque chose de bizarre de parler en tant que nous musulmans et pas en tant que nous socialistes ou camp de gauche. Humains, camp de gauche. Tu vois, fait, exactement. Ouais. Cette étiquette-là, de toute façon, ils nous défendent pas. Donc dessus. On est d'abord des citoyens, puis après, t'es ce que tu veux. Tu vois. Non, mais parce qu'il y a aussi un des mécanismes du racisme, c'est d'être toujours dans la méfiance du soi-disant communautarisme. Ouais. Et alors qu'on est dans un contexte où ce nous, c'est un nous d'empowerment, c'est un nous opprimé, c'est un nous dominé, de dire, en fait, est-ce qu'on peut se rassembler pour lutter contre nos propres oppressions, comme les féministes, comme. Et c'est aussi un nous déçu de la gauche qui n'a pas réussi à bien le défendre. Bon, là, c'était un nous musulman. Hein. Moi, vraiment, c'était un nous. Oui, mais c'est un nous peut-être. On doit s'engager, tu vois. C'est un appel à pas se reposer sur les autres parce que ça a ses limites, parce qu'une partie de la gauche acceptait ces MPT, tu vois. C'était ça. Et parfois, on est les seuls à pouvoir vraiment comprendre quel est le danger autour d'objets, tu vois, qui nous concernent directement. Si on revient un petit peu sur vos parcours personnels, comment. Enfin, vous pouvez évoquer ce que vous avez envie d'évoquer, il n'y a pas d'obligation. Mais peut-être comment. Déjà, est-ce qu'il y a eu des prises de conscience à votre engagement sur la question de l'islamophobie ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des moments clés, des moments charnières où vous avez dit, il faut vraiment se mobiliser sur cette question à travers comment vous avez... Voilà, comment vous êtes engagé ? Je sais pas, c'est une question un peu... Non, Montazar, vas-y, parle, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé. Je me repose. Mais je profite de ta question pour rebondir sur une toute petite chose par rapport à l'impact de l'islamophobie sur les hommes. Et puis c'est en lien aussi avec le fait d'être conscient qu'on vit de l'islamophobie ou non. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience assez tardivement, de dire qu'en fait, je connais des personnes, qu'elles soient proches de ma famille ou plus ou moins loin, qui vivent de l'islamophobie, mais sans s'en rendre compte et sans en être vraiment affectés. Et ça, je pense qu'il y a vraiment une variable de genre là-dedans. Parce que typiquement, c'est des personnes qui évoluent pas forcément dans des milieux académiques, politiques, où la question est sensible, tu vois. Puis je pense que ça vous parle déjà à ce stade. Et de dire, oui, mais bien sûr qu'il m'a déjà fait la blague de dire, est-ce que j'ai une bombe dans mon manteau ? Ou est-ce que, tu vois, est-ce que t'es allé te faire exploser, tu vois, pendant tes vacances Enfin, tu vois, des trucs de merde comme ça. Et puis en racontant ça, il dit oui, mais c'est normal, on se vanne tous. Et tu vois, en fait, je pense qu'à un moment, c'est vrai que je pense que j'ai dû être à un moment là, dans cette situation-là, de me dire j'ai dû
forcément entendre des choses et à des moments où j'ai pas réagi, que ce soit moi ou envers d'autres personnes, parce que j'avais pas forcément j'avais pas conscientisé, en fait, j'avais pas inscrit ces remarques-là dans un truc plus global, structurel de racisme islamophobe. Ça, c'était la première chose. Et puis, de ce point de vue, je pense qu'il y a vraiment un truc différent entre hommes, femmes, peut-être, où le mec, peut-être, il voudra dire, bah, de toute façon, si ça m'atteint pas, c'est pas très grave, tu vois, la remarque, le regard. Et puis, ça fait quoi? Bien sûr qu'il y a du racisme, mais je suis pas une victime, quoi. Je suis pas une victime, tu vois, exactement. Et puis, c'est aussi ce qu'on disait que... Ça rejoint ce qu'on disait que peut-être la question du fait qu'il y a moins d'hommes aussi qui se plaignent du racisme, c'est parce qu'ils vont tendanciellement avoir, vont moins se confier, comme ils vont moins consulter chez les psys. Et puis aussi la question des études, c'est intéressant parce que je pense que plus tu as un capital culturel élevé, plus tu te mobilises pour tes droits. Et il y a beaucoup plus de... Statistiquement, les femmes musulmanes, elles font plus d'études que les hommes musulmans. Donc je pense qu'il y a différents paramètres, mais après, c'est tout à fait vrai de dire que l'islamophobie, il y a un gros facteur genré qui est lié notamment à la question du voile, tout simplement. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de voir. Et toi, peut-être d'un point de vue personnel... Après, effectivement, moi, ma mère, par exemple, est voilée toujours. Et ça, c'est des souvenirs qui remontent assez longtemps, tu vois. Quand tu marches et puis qu'à l'entrée d'un centre commercial, ta mère, elle se fait agresser et insulter. Et que tu as presque l'âge du fils Assadia, tu vois. Je ne sais plus quel âge j'avais, mais peut-être 7-8 ans. Mais je m'en souviens, c'est vif. Puis là, tu comprends déjà à cet âge-là, en fait, tu comprends, t'es pas bête, tu vois. Tu comprends qu'il y a un truc, il y a un problème avec ta mère, avec son apparence, avec ton identité. Après, j'ai déjà eu plein de soucis, à l'école, avec un prof qui s'était montré un peu violent. Puis, maintenant, avec le recul, c'était clairement un problème, je pense, avec mon identité aussi. Et puis, et en fait, ça m'a jamais quitté, en fait, ça a toujours été là. Et il y a des moments d'accélérateur, un peu, des moments où il n'y a plus rien pendant un petit moment, puis d'autres où en une période très concentrée, tu vis des dingueries depuis le 7 octobre, bien évidemment. Ouais. Je pense que tu as consacré... on va y revenir. Oui. Mais peut-être la chose qu'il faut retenir, c'est qu'à différents moments de ma vie, dans différentes dispositions, dans différentes sphères, j'ai vécu de l'islamophobie. Et ça, pour moi, ça montre juste que c'est pas juste propre à une sphère, tu vois. Ça peut se passer dans le monde académique, ça peut se passer dans le sport, ça peut se passer à l'école, dans la rue, en politique, enfin, tu vois. C'est vraiment omniprésent, en fait. Et voilà. Je me rappelle d'une discussion avec Myriam que tu citais un cas d'islamophobie au DIAC et tu disais les hommes, ça va être autre chose. On va essayer de chercher une colère, une violence qu'on projette sur eux, sur les hommes arabo-musulmans, en insultant leur prophète, en insultant leur religion. Du coup, je voulais peut-être que tu parles un peu des expériences que tu as eues, des retours de ces hommes. Et toi, Muntazar, si tu reconnais un peu des expériences que tu as pu vivre là-dessus, où tu as l'impression qu'on va projeter sur toi le fait que tu es particulièrement violent, puis que on va peut-être essayer de te piquer dans cette direction-là par rapport à des stéréotypes qu'on projette sur toi, sur les hommes musulmans, quoi. Je sais pas. Ouais, on a eu un cas notamment à la permanence qui était assez flagrant, où c'est un homme musulman arabe, d'origine arabe, qui, en fait, son collègue lui a fait du harcèlement, mais c'est vraiment petit à petit, de lui faire des petites remarques, des petites blagues, mais des choses vraiment très provocantes. Voilà, de critiquer sa religion, de critiquer son prophète, de lui dire des choses liées à l'homosexualité, quand tu pries, enfin des choses assez obscènes, sans jamais hausser la voix, sans jamais physiquement l'agresser, dans l'espoir. C'est ce qu'a l'impression, en tout cas l'homme qui a témoigné chez nous, dans l'espoir qu'il s'énerve et puis qu'il prouve que les hommes arabes, les hommes musulmans sont violents. Donc on va attendre cette réaction-là pour ensuite dire « Ah bah vous voyez, c'est lui qui m'a agressé ». Ouais. Est-ce que tu veux dire quelque chose après, je sais pas, donc, parce que là on se concentre sur toi, je sais pas, parce que chaque expérience... Mais moi j'ai une question à poser à Muntazar, vu que maintenant t'es un élu. Du coup, tu es affiché et tout. Est-ce que tu as subi du racisme à ce niveau-là, politiquement? Est-ce que tu t'es fait attaquer par d'autres élus? Est-ce que tu as un exemple? Ouais, alors, oui. Pas par d'autres élus, heureusement, parce que je pense que ça pourrait aboutir à des conséquences assez importantes, tu vois, en plein homme, des sous-entendus ou d'insultes racistes. Mais en marge de l'activité en soi politique, des moments, oui, bien sûr, une tonne. Une tonne. Dès le moment où j'ai pu prendre position, alors bien sûr avant le 7 octobre. Parfois,
j'avais conscience de toute cette islamophobie, mais c'est vraiment depuis que je suis en politique que ça a pris c'est amplifié. tu vois, parce que d'un coup, je représente quelque chose. Ouais. Je suis un élu suisse, tu vois, je suis plus juste un arabe de quartier. Ouais. Il y a eu vraiment un changement de paradigme. Et ça, je l'ai vraiment compris dès que je partageais juste des choses sur Twitter. Un jour, j'ai partagé un rapport sur le racisme en Suisse, un rapport de l'ONU, un truc vraiment random. Et puis, j'étais même pas provocateur. Non. J'ai juste dit, voilà, c'est grave, faisons attention. Il est juste mis, alors il y a du racisme en Suisse, ok. Et j'ai ramassé une pluie de trucs, mais rentre chez toi. C'était ultra violent. Machin, voilà. Il y a des fois où j'ai été un peu plus aussi provoque, et puis parce que voilà. Mais oui, sans cesse, que ce soit sur les réseaux sociaux, bien sûr. Mais aussi à la maison, des lettres, des mails privés, des numéros. Et ça c'est vraiment t'es harcelé intensifié. Un peu non, alors, peut-être pas en ce moment. T'es pas une victime. Bonhomme. Non, mais je pense qu'à un moment, on pourrait dire que j'ai été harcelé. D'ailleurs, il y a encore 2-3 profils sur Instagram qui réagissent systématiquement à tout ce que je raconte. Mais bon, c'est pas très grave, hein, tu vois. Est-ce qu'il y a Rafi cette vidéo? Toi, t'as Rafi ou pas? J'ai pas Rafi, moi. Ah ouais? Toi, t'as un Rafi qui te... Ouais, Rafi, alors, Rafi, c'est pas joli ce que tu fais là, hein. Fais attention, Rafi. Salutations. Rafi, sache qu'on a trouvé ton nom et ton adresse et que la plainte pénale arrive. On voit Muntazar. Non, mais si tu veux, voilà, pour un peu boucler le truc. Et il y avait aussi eu le cas où, en fait, tu avais reçu un mail de menace vraiment, et tu avais décidé d'aller porter plainte et que le policier avait refusé de prendre en compte ta plainte et tu avais porté ça au conseil communal. Ouais, alors ça c'était abusé, ça. C'était une histoire de fou quand même, en termes de racisme aussi. Comme je te disais, depuis le 7 octobre, ça s'est vraiment intensifié. Et effectivement, pour aller très vite, une fois, je me suis insurgé dans les médias que l'UNIL ne prête pas ses terrains pour un tournoi caritatif pour la Palestine alors qu'il l'a fait pour l'Ukraine. J'ai reçu des mails assez violents que j'avais jamais reçus aussi violents. Franchement, j'ai toujours reçu des, tu vois, rentre chez toi, sale merde, machin. Ça va. Tu vois. Mais là, c'est un mail, articulé, tu vois. Le mec a pris du temps le soir en m'écrivant une page, tu vois, par email, avec toute une théorie derrière. On n'a jamais voulu de vous aussi, bande de singes, avec vos pratiques arriérées, nos amis juifs sont nos frères depuis toujours, blablabla. Tu vois, un truc vraiment, c'est théorisé presque. Nos amis israéliens sont nos frères depuis qu'ils tuent des Arabes, surtout, voilà. Parce qu'après, ça sera plus vos frères, de toute façon, les Juifs. Et tu vois, à la suite de ces mails, j'avais jamais porté plainte de ma vie. Je pense que j'aurais pu le faire plein de fois. Et là, je me suis dit, c'est un peu trop. Il y a une adresse mail, tentons quelque chose. Et je suis allé à la police et effectivement, ça, c'était une scène surréaliste. Je me retrouve avec un policier qui, face à moi, me dit mais dans quel cadre vous avez reçu ces mails? Et puis, je lui dis que je suis élu à Lausanne et puis que j'ai pris parole dans un média. Et j'ai reçu ça. Et sa réaction, c'était mais d'ailleurs, est-ce que vous condamnez le 7 octobre, tu vois, par rapport à ce que tu disais au début? Et ça, avec le recul, tu vois, au début, j'y croyais pas trop. Je suis un peu entré dans son jeu, tu vois. Et vous condamnez la réponse israélienne, tu vois. La discussion qui n'a pas lieu d'être à la police. Il doit prendre ta plainte, ça s'arrête là. Il n'est pas censé... Le problème, c'est qu'il m'a eu dans sa conversation, tu vois. Et on a commencé un peu à débattre, etc. Puis il me dit, non, mais vous savez, moi, je suis historien, blablabla. Bref, j'ai pris son matricule et effectivement, je suis allé faire une interpellation urgente là-dessus au conseil communal. Parce qu'en fait, le problème pour moi, ça revient peut-être aussi à un truc de genre, c'est que c'était pas moi le problème là. C'est que si... face à moi, alors qu'il savait que j'ai une casquette d'élu face à lui, que je parle bien français, il se sent légitime à faire ça. Qu'en est-il de nos mères, de nos sœurs, des migrants, tu vois, qui viennent et qui doivent se faire ramasser par ce policier-là, tu vois. Et ça, je trouvais que c'était inadmissible. Et effectivement, j'ai porté ça politiquement. Et puis, et voilà. Et puis là derrière cette question, c'est toujours ce soupçon-là aussi. De la violence, tu vois. Mais vous êtes forcément du côté aussi, tu vois, de la violence. Parce que 7 octobre, oui, mais en septembre, Charlie Hebdo, on a toujours reçu ce truc-là de devoir se justifier au nom de ces personnes. Et puis dans le prolongement de toutes ces mésaventures un peu des réseaux aussi, avec cette histoire des likes, ça aussi, comment ça se passe, c'est quelqu'un que je connais pas du tout, qui à un moment donné se dit, je vais aller prendre plusieurs heures de mon temps pour aller remonter le fil Twitter de cette personne. Likes, en plus. De mes likes, tu vois, qui à l'époque étaient visibles, qui ne sont plus visibles. Et puis ça prend du temps parce que je like beaucoup. Tu vois, j'ai 7-8 000 likes en 2-3 ans. Et donc, pour redescendre juste 100 likes, ça te prend déjà 10 minutes. Donc, il faut vraiment scroller, tu vois. Il faut scroller
Et il faut avoir l'hypothèse dans ta tête que je vais trouver forcément quelque chose avec cette personne. Puis ensuite, il y a tout le travail de sélection des likes, en prenant ceux que ça nous arrange et puis en délaissant les autres qui disent tout à fait le contraire de ceux qu'on a pris. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment 2 exemples très concret de quand tu es une figure un peu publique comme ça qui prend la parole sur des sujets sensibles, qui ne devraient pas l'être, je mets entre guillemets sensibles, des sujets urgents en fait, plutôt humains, Gaza, et tu te retrouves vraiment exposé à des personnes dont tu pourrais même pas penser qu'elles existent dans la rue, tu vois, parce que c'est pas 1 ou 2 ou 3 ou 4, tu vois, c'est systématique, tu vois, c'est un post, tu as 45, 50 commentaires, tu as des différents auteurs de mails, donc l'activisme politique quand tu es musulman, c'est chaud. Et comme tu dis, c'est qu'ils ne supportent pas de devoir un poste à responsabilité qui représente les institutions suisses. Et ça rejoint aussi la question du plafond de verre. Tant que les immigrés, les Noirs, les Arabes, les musulmans, ils font des jobs, les sales boulots, on va dire du prolétariat ou même du sous-prolétariat, on peut carrément dire, on peut parler de sous-prolétariat pour les classes immigrées. Et tant qu'ils font ça, c'est OK. Mais du moment que ils veulent parler et puis avoir des postes élevés et représenter un autre visage de la Suisse, alors là, ça devient catastrophique. Mais il y en a qui m'ont même fait rire, très, très rapidement. C'est un en particulier qui raconte, qui vient à chaque fois que la même histoire, c'est sans nous. On l'aurait retrouvé sous un palmier à se nourrir du coin, machin. Ouais, il a dit sans nous, tu seras un bédouin du désert, à manger des dattes sur ton chameau, je me rappelle. Et à vouloir nous trancher la horte. Tu vois, il y a aussi tout soupçon de violence. Tu vois, mais oui, voilà. Mais en fait, ça répond pas à la question de base qui était cette modération. Tu t'engages. Ouais, vas-y. En plus, ça fait déjà 1h30 et qui était pourquoi est-ce qu'il y a eu des éléments mais c'était très, très intéressant. Pourquoi est-ce que vous avez eu des éléments déclencheurs dans votre parcours qui fait que vous êtes aussi mobilisé sur la question de l'islamophobie? Je crois que Fatima, notamment, tu m'avais parlé de la question de l'interdiction des débats sur la question de l'interdiction de la burqa. Tu t'es dit, en fait, après la burqa, ce sera moi. Ouais, c'est exactement ça. Mais justement, après. La burqa, c'était 2021. Et en fait, je voyais le débat dans la sphère médiatique et politique, et c'était un débat catastrophique. Et c'était soit, comme tu disais, on devait sauver ces femmes de l'emprise de leurs hommes barbares, soit c'est des femmes qui font de l'entrisme, frères musulmans, elles sont terroristes en puissance. Et moi, je trouvais que ce débat était catastrophique, et je me sentais pas reconnue dans aucun parti. Dont aucun parti en fait n'arrivait à défendre, de se positionner avec des bons arguments à l'encontre de cette initiative, parce que même au sein du PS, ils ont demandé... Attention à ce que tu vas dire. Vas-y, crache, Fatima, crache. Non, mais même au sein du PS, ils ont appelé à voter non à l'encontre de cette initiative, mais les arguments à l'interne ont été catastrophiques. On a Pierre-Yves Maillard, si je ne me trompe pas, qui lui a décidé de pas se prononcer et de pas voter, de voter blanc, parce qu'en fait, il veut pas militer sur la question de la burqa, parce qu'en fait, c'est pas une question progressiste et ça signifierait qu'il se prononce pour la soumission de la question des femmes. Donc, on voit que dans les partis politiques, ce débat-là gêne et en fait, ils n'arrivent pas à trouver ils théorisent pas la question de la race, ils sont pas carrés sur la question de la race pour pouvoir en fait mobiliser des votes concrets. Parce que là, en fait, le résultat, c'est quoi? C'est qu'on a eu un échec. La votation de 2009 est passée, la votation de 2021 est passée quand même. Mais pour la burqa, quand même, la chose positive, et c'est des analystes politiques qui nous ont dit ça, à la base, il y avait 60% de personnes qui allaient voter oui. Ouais. Avec toute la campagne qu'on a fait, ça a baissé à 51,2%. Ça veut dire qu'il y a énormément de personnes qui ont changé d'avis. Ça, c'est une anomalie politique. En général, au début, on sait, les gens vont voter de cette manière et en général, ça ne bouge pas. Et là, pour une fois, et puis c'était surtout le vote féminin qui a changé. Donc, on a perdu la votation, mais de peu, et ça a donné un signal quand même. Et après, on a gagné, par exemple, en ville de Genève pour le Burkini. Oui, bien sûr. Vois, ça... Oui, ça dépend aussi des cantons et des différents contextes. Et du coup, je me suis dit à ce moment-là, faut que je commence moi-même à m'intéresser à ces questions-là, à trouver des arguments et à militer sur la question de l'islamophobie pour que aussi ces sphères puissent
pour que je puisse leur donner des arguments et qu'ils puissent aussi me défendre plus tard. Là, par exemple, il y a toute la discussion au Parlement sur l'interdiction du voile dans les écoles. Et je sens que ça va passer à un vote populaire. À ce moment-là, je me demande si le PS va réellement pouvoir avoir une position claire sur la question et avoir des bons arguments pour que le peuple en plus puisse être convaincu et voter à l'encontre de cette loi. Et aussi, ce que je voulais rajouter, c'est que ça me fait penser à ça, par exemple, parce que là, tu parlais des raisons de ton engagement, de dire qu'il n'y avait aucun parti que tu as l'impression qui te représentait, parce que c'est la question aussi, pourquoi vous vous êtes engagé dans les structures où vous vous êtes engagé. Bon, toi et moi, on a déjà discuté en pro au préalable, donc je sais pourquoi aussi tu t'es venu au collectif Sud Global. Donc, il y a ce que tu viens de dire, le fait qu'il n'y a personne qui, tu avais l'impression, qui représentait ta position, en tout cas dans les différents partis. Je crois que tu t'avais peut-être aussi évoqué... je me rappelle que... Ah, mais ça, c'est une autre chose, mais par rapport aux critiques que tu avais sur, on va dire, les arguments un peu libéraux qui viennent un peu du féminisme sur la question du voile, notamment de dire que, en fait, à cause du racisme, il y a ce truc de les femmes musulmanes doivent absolument convaincre que le voile est un choix personnel. Bien sûr que je comprends cette argumentation, elle est en opposition au fait qu'on dise tout le temps que c'est imposé par un père, un frère ou un mari, et que, de toute façon, la liberté individuelle, c'est quelque chose qui structure nos démocraties de droit, donc c'est un argument important, mais toi, tu me disais que cet argument-là, en fait, le fait de absolument devoir prouver que c'est un choix libre, dans le sens que personne fait de choix libre. On est tous qu'est-ce qu'est un choix libre déjà? Et on est tous le produit de notre subjectivité, de notre environnement, de notre éducation. Donc personne ne peut prouver que telle pratique, telle valeur, c'est totalement un choix libre. Il est issu d'un contexte, mais les femmes musulmanes doivent absolument prouver qu'elles sont au-delà de toute socialisation, que c'est un truc qu'elles ont mûrement réfléchi pendant des mois et des mois, que leur voile, il y a une réflexion spirituelle énorme derrière, alors que ça ne correspond pas forcément au profil Mais nous, on a refusé cette injonction. Voilà. Et on a dit, il y a des femmes musulmanes qui sont forcées de se voiler. On sait que c'est une réalité. Alors, on en connaît très peu. On n'arrive pas à la quantifier. Mais en tout cas, si il faut répondre à ça, c'est pas en interdisant le voile. Oui. Et le fait de dire, nous, on a expliqué aussi que le voile est un produit culturel religieux, mais tout comme la mini-jupe et tout comme le pantalon. Et en fait, qui vient sauver les femmes de l'injonction du pantalon, du soutien-gorge ou, je sais pas, des chevilles. Tu viens dire à une femme, avant de mettre ses talons et de t'épiler les jambes et te maquiller, est-ce que tu as vraiment bien réfléchi? Parce que le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est encore une fois l'expression de l'islam dans l'espace public, la visibilité de l'islam, des musulmans. Et du coup, ça me faisait penser... pardon, parce que moi, c'était pour te relancer. Parce que moi, pendant longtemps, je suis tombée dans ce piège où, je me rappelle, Montazar, tu avais un cours sur le voile et tu m'avais interviewée. Et tu m'as posé la question à ce moment-là, je n'étais pas encore politisée. Tu m'as dit, pourquoi est-ce que tu portes le voile? Et je t'ai répondu quoi? Je t'ai répondu, c'est le fruit d'un cheminement spirituel. Sauf que moi, je l'ai porté à 9 ans, le voile. Et en fait, c'est parce que j'ai dû intégrer tout le discours féministe libéral, où c'est forcément mon choix. Je n'ai pas été imposée par mon frère et mon père, etc. Et c'est le seul argument acceptable. Alors que moi, je l'ai porté à 9 ans, le voile, mais c'est parce que je voulais faire comme les adultes. C'est juste par mimétisme. Tradition familiale. C'est une tradition familiale. Et s'en est suivi mon cheminement spirituel, etc., jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que là, je suis dans cette réflexion et je t'ai dit que le féminisme hégémonique nous a fait aussi beaucoup de mal à nous, femmes voilées. C'est parce qu'on n'a pas pu penser par nous-mêmes et on devait, en fait, légitimer nos choix, nos pratiques, etc., forcément par un argument libéral et féministe. Et la méritocratie. Et la méritocratie, exactement. Oui. Juste pour revenir aussi par rapport au motif d'engagement, moi, je vous mentirais si je dirais que je m'étais engagé pour lutter contre l'islamophobie uniquement. Engagé pour faire carrière, non? Opportunisme politique, ça, exactement. Pur opportunisme. Non, mais je pense que cette notion d'intersectionnalité, ou comment tu l'appelles, elle est très importante parce que, comme tu le sais, je suis dans un quartier populaire et je pense que dans ce genre d'endroit, tout comme Fatima d'ailleurs, il y a beaucoup de... On était voisins, bloc B 123. Et il y a beaucoup de casquettes, en fait, qui se cumulent. Le fait d'être musulman, le fait de provenir d'un quartier un peu très
pas mal famé, mais tu vois, qui avait une mauvaise réputation. Tu disais que tu venais de la Bordeaux à l'école, c'était ah ouais, c'est chaud. Enfin, tu vois, comment t'as survécu? Surtout quand je suis arrivée à l'université, il y avait ce discours-là. Bah, ils étaient choqués à l'UNIL, tu vois, ils ont pas d'étudiants de la Bordeaux. Et puis c'est fou parce qu'on est juste à côté d'ailleurs. Et c'est encore plus violent symboliquement, tu vois, comme les espaces, ils sont ségrégés, tu vois. Mais on est d'accord qu'on n'a pas besoin sans pour autant y renoncer, de l'approche intersectionnelle pour objectiver les positions sociales de quelqu'un. Avant, on le faisait déjà, en sociologie, on le fait déjà. La classe, non, alors, moi, ce que je veux dire, c'est l'intersectionnalité, c'est musulmans... l'imbrication des oppressions. Ouais. Mais je veux dire, on en parlait déjà, on en a toujours parlé avant qu'on parle d'intersectionnalité. Enfin, je veux dire, parler des conditions de classe, des conditions des gens avec différentes propriétés sociales, c'est pas mais si on simplifie, pendant longtemps, la gauche, c'était les ouvriers, enfin le clivage de classe, tu vois, les ouvriers contre le capital. Maintenant, tu peux dire que l'ouvrier musulman, il est encore un peu plus dans la merde que le simple ouvrier. Et c'est grâce au fait qu'on ait, on va dire, répandu les analyses intersectionnelles et qu'on les ait mobilisées dans le champ politique, c'est ça que tu veux dire. Et moi, ça, c'est au cœur de mon combat, tu vois, de dire que bien sûr que un des premiers combats, ça va être ce qui concerne le plus grand nombre, tu vois, les locataires, les travailleurs, etc. Mais parmi eux, faisons attention, il y a des angles morts. C'est ces personnes-là, justement, qui vont porter le voile. C'est le nom de l'émission, en fait, Angle mort. Non, mais tu vois. Et qui vont se faire encore plus discriminer, tu vois, que les autres. Discriminer d'une autre manière, parce que c'est pas non plus une hiérarchie. Tout à fait, non. Mais d'une manière spécifique, absolument. pour lesquelles on va pas forcément mettre d'argent pour des projets ou voilà, elles sont dans l'angle mort, on va pas réussir à les traiter. Tout à fait. Et puis vu que j'ai noté mon deuxième point sur lequel je voulais réagir, c'était ce que tu disais, Fatima, par rapport au PS, et ça revient aussi par rapport au plafond de verre. Non, mais vas-y. Un peu de fight. C'est aussi pour ça que c'est important de s'engager partout, tu vois, et notamment en politique, parce que alors, c'est pas simplement Tu fais de l'entrisme. Mais voilà, c'est ça, le rapport des frères musulmans, tu vois. Non, mais c'est vrai que j'ai pas une longue expérience, tu vois, ça fait pas 20 ans que je suis au PS, ça fait quelques années quand même. Je finis mon premier mandat l'année prochaine. Mais de ce que j'ai pu aussi discuter avec d'autres camarades, tu vois, etc., c'est que ça évolue. Et ça évolue pourquoi ? Parce qu'il y a aussi des personnes qui autrefois n'étaient pas représentées. Et typiquement, moi, j'ai pu déposer des dépôts au conseil communal qui, il y a quelques années, auraient clairement été refusés, tu vois, ou plus discutés en tout cas. Et c'est vrai que, alors, par exemple, dans mon parti, j'ai déposé une interpellation suite à la parution du rapport contre l'islamophobie, en demandant à la ville de se positionner là-dessus. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus que ce que vous faites déjà ? Par rapport au rapport du centre, du centre, exactement. Société Islam Suisse. Exactement. Fribourg, c'est ça ? Oui. Il y a toutes les pièces du puzzle, ouais parce que Centre Suisse, Islam et Société. Ah mince, voilà. Bon. C'est le mauvais ordre. Donc, tu as posé une interpellation. Ouais, parce que là, justement, aborder la question des perspectives des luttes. Il faut d'abord que ton parti le valide, tu vois. Et donc, j'ai pas eu une seule once de résistance par rapport à ça. Mais on est d'accord que c'est pas grâce au PS. On est d'accord qu'il y a tout un travail des militants qui a été fait sur la question de l'islamophobie qui permet aussi que le PS il accepte ce genre de position à l'interne. Parce que notamment, sans réduire le travail que, par exemple, que toi t'as fait, mais par exemple, le mandat que tu as posé sur les violences policières, on est d'accord que, alors ça n'avait pas pris, mais que c'est pas juste parce que c'était ensemble à gauche et qu'ils sont petits, c'est aussi parce qu'il y a 5 ans, il y avait beaucoup moins de travail qui avait été fait sur la question des violences policières par les collectifs. Et donc il y a ça aussi qui permet que le PS arrive à poser certains trucs un peu plus acceptables, on est d'accord. Certainement, mais si tu n'as pas des relais dans les partis majoritaires, il n'y a rien qui va se passer non plus. Et du coup, cette interpellation pour dire qu'est-ce que vous voulez faire, enfin qu'est-ce qui est proposé. L'islamophobie, voilà ce qu'on en dit. L'heure est très grave. Qu'est-ce que Lausanne, à son échelle, peut faire et va faire de plus, tu vois. Et quels sont vos stats ? Peut-être qu'avec le bureau, le bureau lausannois pour les immigrés, peut-être que eux ont des statistiques qui peuvent faire écho à ce qui existe aussi. Mais voilà, c'est en tout cas de visibiliser, tu vois, d'interroger et puis de donner vie aussi à ce rapport, quoi, tu vois, politiquement. Par rapport aux perspectives de lutte, toi, quelle vision tu as ? Parce que toi, je sais que, Mariam, tu collabores avec beaucoup de gens. Il y a un réseau assez large. Et notamment, comme tu l'as évoqué avant, tu animes un petit peu des discussions avec des politiciens locaux à Genève, où tu leur demandes c'est quoi votre prise en compte de la question de l'islamophobie ? Tu regardes un petit peu aussi, tu discutes avec eux de la question de l'islamophobie pour encourager les musulmans à voter pour telle ou telle personne. Et est-ce que tu as des observations par rapport à ça ? Je ne sais pas si ça n'a pas l'air d'être tout à fait juste ce que je dis, mais est-ce que tu as des observations sur des partis ou avec qui tu collabores qui appuient plus la lutte contre l'islamophobie ? Et quel travail tu as pu faire par rapport à ça, justement ? Non, j'encourage personne à voter pour personne. L'objectif, un de mes objectifs, c'est d'avoir c'est que les personnes aient une citoyenneté active et consciente. Que les gens se rendent compte que...
ils peuvent soit voter, soit élire, soit signer des pétitions. En fait, il y a toute une palette de choses qu'on peut faire et puis qui peuvent avoir des effets. Moi, mon engagement, il est très pratique dans le sens où déjà, je suis indépendante. Donc, même au niveau professionnel, je suis indépendante. Je suis juriste. Je traite des questions de diversité et inclusion comme consultante et formatrice. Ça veut dire que je traite pas uniquement de la question de l'islamophobie, je traite du racisme de manière large, je traite de questions de sexisme, je traite de questions de migration. J'ai étudié sur ces sujets, j'ai travaillé dans le monde des migrations et en fait, je suis active dans le monde associatif depuis que j'ai 13-14 ans. Donc, j'ai une vision un petit peu globale. J'ai été dans pas mal de milieux différents, ce qui permet d'avoir un réseau, comme tu le disais, qui est très large et qui permet d'avoir un impact de manière parfois très créative aussi et de manière un petit peu transversale sur les sujets que je défends de justice sociale. Donc maintenant, si on parle uniquement du sujet de l'islamophobie, alors ce qui est assez récent et puis qui est une grande avancée, c'est la permanence et observatoire de Diac. Ça nous permet enfin, en Suisse, d'avoir un centre d'écoute. Il faut savoir qu'en Suisse, il y a 24 ou 25 centres d'écoute qui existent, qui sont la plupart généralistes et que le centre de Diac est le premier qui est professionnel sur l'islamophobie. Il en existe aussi un sur le racisme anti-noir et sur l'antisémitisme. Et donc, ça nous permet et de collecter les cas et d'avoir une meilleure compréhension de quelle manière exactement est-ce que les musulmans et les musulmanes sont discriminés. Est-ce que c'est de la même manière que les autres types de racisme? Est-ce que c'est différent? De quelle manière est-ce qu'on peut agir? À côté de ça, en tant que spécialiste sur ces questions, je suis mandatée aussi pour participer à des recherches. Donc, j'ai participé à l'étude sur le racisme anti-musulman du Centre suisse Islam et Société. J'avais aussi participé à l'étude de l'Université de Neuchâtel sur le racisme systémique. Donc, avec le recul, ça me permet aussi de pouvoir partager des connaissances. La plus-value que je peux avoir, c'est que je suis sur le terrain très, très terrain. Ça veut dire qu'il y a aussi des personnes qui militent, mais qui ne parlent qu'avec des gens qui sont déjà des décideurs et des décideuses, mais qui ne mettent jamais un pied sur le terrain. Même dans des partis politiques, on a l'impression qu'il y a des personnes qui ne savent pas ce qui se passe dans le monde réel. Alors moi, je suis vraiment sur le terrain, mais en même temps, je suis juriste. En même temps, j'utilise mes capacités d'analyse, de verbal, mes capacités de rédaction pour avoir un impact, par exemple, de rédiger des argumentaires, ou alors on a fait tout le processus quand il y a eu la votation sur la burqa. Ça veut dire qu'on a participé à la campagne. Une fois que la votation est passée, on a rédigé une prise de position sur la manière dont le Conseil fédéral doit appliquer la loi, parce que c'était pas fini. En fait, la loi, elle n'était pas rédigée, il n'y avait pas de texte. Donc, on a rédigé ça. On a pu avoir aussi des signatures d'énormément de collectifs. Quand il y a des nouveaux sujets, par exemple le voile à l'école, j'ai participé à des débats télévisés. Pour le burkini, là, je suis plutôt active avec une autre association que j'ai fondée il y a quelques années qui s'appelle Petit Pas de Société. Et le burkini, c'est un sujet qui était là depuis longtemps, que je voyais, mais en fait, en militant dans les différentes sphères, et comme je ne suis pas que musulmane, et que mon intérêt, c'est pas uniquement les personnes musulmanes, j'ai pu réaliser qu'il y a, par exemple, des personnes grosses qui souhaitent s'habiller de manière plus couvrante parce qu'elles sont gênées par les regards grossophobes. Il y a des personnes qui ont, par exemple, des cicatrices ou qui ont du vitiligo. Il y a des personnes... je sais pas, trans ou non-binaires qui veulent pas qu'on leur dise les femmes doivent s'habiller comme ça, les hommes doivent s'habiller comme ça, comme c'est écrit dans certains règlements. Il y a des femmes de retour de congé de maternité en postpartum qui souhaitent pas forcément mettre un bikini ou un monokini. Et donc, pour moi, ça faisait aucun sens de militer pour modifier les règlements si c'était que pour inclure le burkini. Je veux dire, je suis une citoyenne suisse et je répète, je ne suis pas que musulmane. Et donc, avec Petit Pas de Société, on a monté une campagne et il y a un visuel qui a été fait par Nidonit qui est très parlant, qui montre justement toute cette palette de personnes
qui ont intérêt à ce qu'on arrête de vouloir contrôler le corps des personnes dans des règlements et de leur dire comment on doit s'habiller quand il n'y a aucune justification, ni sur l'hygiène, ni sur la sécurité. On est d'accord de rappeler que, enfin, je sais que tu es d'accord parce qu'on a déjà parlé, mais de rappeler que les débats parlementaires à ce sujet et médiatiques, ils ne tournaient qu'autour de la question du maillot de bain intégral. Personne n'a rien dit pour le vitiligo, pour les personnes grosses qui veulent se couvrir plus, ou pour les personnes non binaires ou trans. Enfin, vraiment, moi, parce que moi j'ai entendu au conseil communal à Genève, ça parlait d'ayatollah. Enfin, ils étaient partis dans des trucs. J'étais là, waouh. Et c'est là que l'intersectionnalité, comme elle a été théorisée, entre autres par Kimberlé Crenshaw, mais si vous lisez son livre L'intersectionnalité, elle explique que quand tu fais partie d'un groupe minorisé, on ne t'autorise pas à représenter un groupe majoritaire. Et il y avait eu un cas qui a été au tribunal aux États-Unis où une femme noire a voulu représenter les femmes dans une affaire et qu'on lui a dit « tu es une femme noire, tu ne peux pas représenter des femmes blanches ». C'est spécifique, ouais. Voilà, tu es spécifique. Et donc, nous, quand on vient et qu'on dit « on est une coalition de plusieurs organisations », je veux dire, on a quand même eu avec nous une organisation qui s'appelle Stop... Body Schweiz Positive sur la grossophobie, il y a eu l'association Epicène sur la transphobie, il y a eu les foulards violets sur la question du burkini des femmes musulmanes, il y a eu la grève féministe, etc. Et qu'on dit on est ensemble pour le sujet des baignades inclusives, on veut simplement que tous les maillots soient autorisés, et que dans les médias et au Parlement, on nous refuse le droit de parler de tout le monde et qu'on nous dit le seul sujet qui est important, c'est le burkini. Ça, c'est vraiment un déni de droit démocratique. Et c'est là que l'intersectionnalité peut aussi être un outil pour dire qui a le droit de représenter qui. C'est qui les femmes, en fait ? Les femmes, en fait, c'est que les femmes blanches. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire une coalition d'organisations et parler de droits généralement pour tout le monde. Et c'est pour ça que c'était aussi important pour moi de rappeler que la question de la critique, les critiques qu'on peut avoir sur la question de l'intersectionnalité, on essaie qu'elle soit fine. Peut-être là, on n'a pas pu tout exprimer, mais on se rend bien compte que c'est une approche qui a été mobilisée pour imposer la question des minorités, et notamment des minorités raciales, que ce soit dans le champ politique ou dans le champ académique. Donc, c'est pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, de pouvoir affiner certaines critiques, et, notamment aussi le fait que c'est beaucoup utilisé parfois dans une perspective très libérale sur la déconstruction interpersonnelle, sur parfois le moralisme personnel, et parfois on oublie les structures. Ouais. Et ça aussi, ça peut être une critique, mais c'est pas propre à l'antiracisme, c'est propre à toutes les luttes où il y a ce versant un peu libéral qui prend parfois le dessus. Mais c'était... Et pour conclure, en gros, j'essaye d'être utile avec toute une palette. Il y a une journaliste qui m'a fait un portrait, et puis qui, à la fin, après m'avoir écoutée, elle m'a dit « Ah, mais en fait, t'es genre comme une super citoyenne qui connaît, en fait, qui a un peu tous les outils. Et puis, j'essaye de mobiliser ce que je peux au moment où c'est utile, autant sur le sujet de l'islamophobie que sur d'autres sujets comme le harcèlement de rue, ou à l'époque, quand il y avait la votation sur la modification du viol dans le code pénal. Donc, à ce moment-là, je travaillais dans un cabinet qui était spécialisé sur les violences sexistes et sexuelles. Et puis, j'ai apporté ma pierre à l'édifice aussi au niveau du plaidoyer. Donc, voilà. En gros, c'est ce que je fais. On va gentiment conclure, mais par exemple, par rapport aux perspectives de lutte, alors toi, j'ai bien compris que le DIAC qui veut s'imposer comme observatoire de l'islamophobie, donc il y a un gros travail de recensement des données qui est fait, d'accompagnement des victimes, et voilà le travail de lien et de citoyenneté et de réseau. Et toi, donc il y a ce postulat que tu as posé. Interpellation. Qu'est-ce que tu peux en attendre ? Qu'est-ce qui peut être fait ou pas dans ton parti ? Aussi, quels sont les rapports de force internes sur la question de l'islamophobie ? Et aussi, peut-être, Fatima, comment toi, tu te mobilises sur la question de l'islamophobie, qui n'était pas via une association, une fondation, ni via un parti politique. Voilà, qu'est-ce que tu penses aussi qui est judicieux de faire En gros, voilà. Ouais. Bon, en fait, je suis assez partagé parce que à la fois, l'avenir assez proche fait assez peur, parce qu'on est quand même... on voit ce qui se passe juste en France... Et puis
pas qu'en France, mais la montée du partout, fascisme en général. Voilà, l'islam, et puis c'est l'islam qui est au centre de tout ça. Je veux dire, que ce soit en Hollande, avec ce Premier ministre dont j'ai oublié le nom, Orban, Trump, machin, c'est toujours les musulmans qui sont au centre. L'UDC fait ses campagnes aussi sur les musulmans depuis 20 ans, et puis ça marche toujours. La déshumanisation, comme on voit en Palestine, c'est aussi lié à la question de l'islamophobie. Hein. Absolument. Non, ça, c'est totalement imbriqué. Donc c'est pour ça que je suis très inquiet, je suis très effrayé. Tu vois, tu as des passages à l'acte, Saadia, tu vois, tu en as d'autres en France. Chaque semaine, je suis abonné au CCIE, tu vois, chaque fois, telle femme agressée, telle femme... Enfin, tu vois, c'est insupportable, quoi. Et je pense que vraiment, les temps font peur. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de musulmans songent à partir. En France, il y a une vraie fuite des cerveaux. En Suisse, je pense qu'elle aura aussi un moment lieu, même si elle sera avoir l'ampleur. Mais à la fois, je suis aussi assez rassuré parce que, en tout cas, dans les milieux dans lesquels moi j'évolue, dans les partis dont je suis assez proche, donc ceux de gauche, qui sont majoritaires ou pas, hein, mais PS, Vert et gauche radicale, je pense que l'islamophobie, c'est vraiment un phénomène assez accepté, dans la gravité et intégrer les personnes, pas tout le monde, hein, pas tous les élus, tous les membres de ces partis-là, mais une bonne majorité, je pense, de ces partis-là, a complètement conscientisé le fait qu'on est... c'est imposé comme un racisme et que ça existe. Exactement, c'est un racisme propre, spécifique, qui a ses manifestations, qui a ses origines, et qu'il faut combattre, et qu'il faut soutenir. Et c'est pour ça que, peut-être, tu me dis si je me trompe, mais c'est aussi pour ça qu'il y a peut-être de plus en plus d'aides et de mandats, tu vois, de la Confédération, le service de lutte contre le racisme qui fait une étude contre l'islamophobie en 2024-2025, c'est pas aussi tout à fait anodin. Ça aurait pu se faire en 2011, elle existait déjà, l'islamophobie, tu vois, mais ça se fait maintenant, et j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui changent, des moyens qui sont mis, même si... et puis ça me fait penser à un truc, c'est que dans les villes, parce que, tu vois, les villes... Pardon, non, je comprends. Elle a sa tête ou elle n'est pas d'accord. Je sais, je connais cette tête. Tu m'as regardé comme ça avant quand on parlait d'intersectionnalité. Elle a sa tête. Là. Peut-être que ce que je vais dire va un peu nuancer mon optimisme, mais tu vois, beaucoup de choses se passent dans les villes en Suisse. Les villes sont à gauche, les villes sont progressistes. Les musulmans vivent en majorité quand même dans les villes, mais les villes ne pèsent pas à elles seules dans le game. Tu vois, alors c'est un État fédéral, les villes ont beaucoup de poids comparé à d'autres pays. Et c'est pour ça qu'on peut faire des politiques vraiment locales. On a des bureaux locaux, tu vois, etc. Mais on est en minorité. La plupart des gens vivent en dehors quand même. La Suisse vote à droite et pas tout le monde en Suisse n'est encore acquis à cette cause-là de l'islamophobie. L'UDC est encore loin devant, dans beaucoup de cantons aussi, pas qu'au niveau national, tu vois. Le PLR aussi, Pierre Maudet, on le rappellera jamais assez, c'est lui qui avait lancé la loi sur la laïcité à Genève. Puis le PLR, il s'extrême droitise, tu vois, il a presque plus rien à voir avec le PLR il y a 20 ans, il se rapproche de l'UDC, c'est presque plus qu'un seul parti. Donc on est quand même, en fait, on est de plus en plus clivés, tu vois. Les grands partis dans les villes, moi je trouve quand même qu'ils font de plus en plus attention à ces questions, mais en même temps, la droite se droitise et se renforce ailleurs en Suisse. Donc, on va être à la fois plus soutenu, mais à la fois, le combat, il sera plus grand. Voilà. Il y a un rapport de force qui s'accentue, quoi. Ouais. On peut dire, des deux côtés. Il y a une polarisation. Il y a une vraie polarisation où on aura plus de moyens pour lutter, mais on aura besoin de ces moyens et ils ne seront pas suffisants au vu de la grandeur de ce combat. Alors, Mariam, est-ce que tu as assez de moyens pour lutter au DIAC? C'est la question. Je suis d'accord avec la plupart de ton constat. Il y a un petit bémol sur la question des subventions et des moyens pour lutter. Ce qu'on constate, c'est que, par exemple, pour une organisation comme DIAC, qui est nationale, au niveau fédéral, il n'y a pas vraiment de fonds. Il y a des fonds qu'on peut te donner pour démarrer un projet, donc du service de lutte contre le racisme. Mais par exemple, la Commission fédérale contre le racisme n'a pas de fonds pour ça. Donc ça, on a pu l'obtenir, par exemple. Mais ensuite, il te renvoie aux différents cantons. Et donc, le canton de Genève nous subventionne la permanence. On s'est adressé au canton de Vaud qui nous ont dit « Ah bah non, nous, notre stratégie, c'est d'augmenter, de multiplier le plus de centres d'écoute possible au niveau du canton, mais que des centres généralistes. » Et en fait, ça veut dire que tu dois t'adresser à chaque canton. Et en fait, dans chaque canton, tu vas encore avoir des procédures qui sont différentes. Il faut avoir des contacts directs. Il y a plusieurs problématiques. Donc déjà avant, par exemple, on nous disait le racisme anti-musulman, ça n'existe pas. Donc par exemple, avec une certaine ville, on a perdu beaucoup de temps, de mois, juste à les convaincre que ça existait. Alors maintenant, on a cette étude depuis février, donc c'est super. Ça nous aide vraiment. On a dépassé une étape. Mais par exemple, dans une ville, on nous a dit « Mais c'est parce qu'on vous connaît pas qu'on est là, mais on est là depuis plus de 10 ans, quoi. Ouais, mais il faudrait qu'on aille boire un café. » Et donc,
quand on parle de citoyenneté active des personnes concernées, et le fait d'être une minorité, ça veut dire que nous, on n'a pas forcément grandi avec ces personnes. Nos parents sont pas allés boire des bières avec, aller partager certains moments pour créer, tisser des liens. Il faut savoir que dans les villes et dans les cantons, il n'y a pas de processus. Les processus de subventionnement sont un peu opaques et que on sait, je sais, dans plein de cantons, de quelle manière est-ce que ça se passe et qu'il y a beaucoup de copinage. Donc, on peut pas être partout et c'est difficile parfois d'avoir des relais qui peuvent être utiles. Et tout ça, ça a des conséquences très pratiques qui est que on peut pas faire que du temps bénévole quand on traite de sujets qui sont aussi difficiles. Dans un cas comme Sadia ou dans un cas comme la personne que je vous disais tout à l'heure qui s'est fait agresser au travail, c'est énormément d'heures qu'on passe pour accompagner les personnes. Il faut que ce soit professionnel, il faut que ce soit professionnalisé parce que les personnes le méritent. Et pour nous, c'était important de demander d'abord à l'État de l'argent parce qu'en fait, on fait le travail de l'État. C'est l'État qui doit assurer qu'il y ait le moins de discrimination possible et qui doit ensuite faire le service après-vente, qui doit protéger les personnes. Nous, on fait ce travail de l'État, on paye des impôts, donc on doit pouvoir en bénéficier. Et quand l'État nous dit « non, on sait mieux que vous comment faire les choses à votre place », on sait mieux que vous comment vous défendre. Avant, on nous disait il y a peu de cas. Aujourd'hui, on a 2 ans de recul sur le fait que les gens ne sont pas venus dans vos centres d'écoute, en fait. Nous, on a des cas, on sait qu'on les a pas volés aux autres centres d'écoute parce que les chiffres des autres centres d'écoute, ils sont réguliers. C'est des nouveaux cas. C'est des nouveaux cas. C'est des cas qui étaient dans une zone grise. Tout à fait. Et aujourd'hui, on vient dire on a X nombre de cas dans votre canton et vous nous dites non. Vous refusez de nous soutenir parce que genre vous avez une autre stratégie et vous refusez même de nous rencontrer parce que ça je vais le dire aussi. C'est quoi en fait? Comment nous on fait pour réussir à faire notre travail sur le long terme si on nous refuse simplement d'avoir des moyens? Donc là, on a mis toutes les dernières années nos efforts dans le fait d'avoir des fonds publics. On se rend compte, mais comme d'autres associations nationales qui traitent pas de racisme ou autre, c'est très difficile en Suisse d'avoir une action sur le plan national parce qu'on a ce système fédéraliste et que les subventions s'octroient plutôt au niveau cantonal et communal. Donc en fait, c'est très difficile. C'est quoi? On va devoir multiplier les fondations dans chaque canton pour pouvoir avoir des subventions. Enfin, en fait, de quelle manière? Et là, je m'adresse peut-être à des élus ou de quelle manière est-ce que on va être diante par Muntazar et personne ne va nous regarder si jamais. En fait, comment on fait quand on fait du bon travail qui vous est utile? En fait, pour dire, nous, on a ouvert la permanence. Quelques mois plus tard, le DFAE nous demandait quels étaient nos chiffres et puis nos chiffres, nos cas. Et le détail de ce qu'on observe, c'est utile pour la société suisse. C'est utile pour comprendre ce qui se passe. Il y a une zone grise où on ne sait pas qu'est-ce qui se passe au niveau de ces populations, au niveau du racisme. Quand nous, on fait un travail qui est utile, comment est-ce qu'on peut nous soutenir? Donc après, quand on va aller demander de l'argent à l'extérieur et à des pays étrangers, qu'on vienne pas nous dire, comme le pays un pays rend, faudra pas vous étonner que le diacre Yandri même. Le diacre sera financé par le Hezbollah, faudra pas vous étonner. C'est très musulman. Voilà. Et du coup, toi, Fatima, qui est dans un collectif décolonial autonome, mais qui n'est pas justement engagé dans un parti, ou moins dans l'associatif, ou Maria, très engagée sur la question dite de l'islamophobie dans le milieu associatif. Toi, quelles sont un peu tes perspectives, sachant que, bon, je suis dans ce collectif, mais pas faire un travail différent selon nos possibilités dans le... Mais il faut que la base parle quand même, c'est pas pour parler de nos collectifs, c'est censé que parler. Le truc aussi, c'est que nous, on se prononce pas uniquement sur l'islamophobie, on se prononce sur le racisme de manière générale, donc on s'est pas concentré que sur cette question-là. Puis on a un petit collectif composé de 10 personnes. Maintenant, on est qui vont faire trembler la Suisse, hein. Pas des moindres. Du coup, à notre échelle, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intervenu à plusieurs événements, etc., pour parler de la question de l'islamophobie. On en a fait des conférences. Et là, cet épisode-là, mais je pense, et là, on en a discuté au sein du collectif, qu'on devrait en fait faire plutôt des actions et peut-être occuper la date du 15 mars, qui est donc ah oui, c'est vrai, Journée internationale de lutte contre l'islamophobie, et puis s'organiser avec d'autres organisations et faire une manifestation, un événement, mais peut-être faire un jour pérenne de la question de l'islamophobie, avec des conférences, des actions à mettre en place avec différents acteurs associatifs, politiques, collectifs.
Ça pourrait du bruit sur cette question-là. Après, cette émission, ça fait partie aussi de nos stratégies politiques, c'est-à-dire qu'on pense qu'il faut, évidemment, on est loin d'être hégémonique, mais en tout cas, essayer d'avoir un discours, un récit médiatique différent. Et après, nous, c'est vrai, on ne veut pas des intercalations, des choses comme ça, alors on fait des manifs. Voilà, tu étais aussi interviewé, comme tu as dit, sur la question de la Palestine, en fait, tu avais fait un entretien aussi sur l'islamophobie et l'antisémitisme au regard croisé. Ouais. Et il y avait aussi toute la question de l'instrumentalisation de la question de l'antisémitisme. Le Marabout des coloniaux. Donc voilà, toutes ces... Ah, vous faites un taf de ouf, franchement, bravo à RFC. Non, je disais pas ça pour ça. Hein. Non, moi, je l'ai dit. Non, mais merci à vous pour tout le travail que vous faites ici. Et, complémentaire, comme tu disais. Ouais, c'est ça. Mais et puis voilà, je sais pas si peut-être on va conclure parce que ça fait. Ouais, là j'allais poser d'autres questions, elle l'a fait. Non, là ouais, désolé, moi la gestion. Ça fait 2 heures. Oh, j'ai pas la gestion du temps, les gars, je suis désolée. Bon, eh bien. Merci beaucoup à nos invités pour votre expertise et discussion, votre partage. Et je voulais dire à nos téléspectateurs et téléspectatrices, si vous avez aimé cette émission qui a duré très très longtemps, n'hésitez pas à liker, à partager sur les différents réseaux de CRL Média. Et Inch'Allah, on va avoir un lien sur lequel vous pourrez cliquer pour nous verser de l'argent au moment de la diffusion de cette vidéo. C'est en processus. C'est en processus, voilà. Donc, filez-nous de l'argent, si ça. Pour qu'on devienne un gros média et qu'on ait l'hégémonie culturelle. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, la discussion. Merci. Bravo, merci à l'équipe.